Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Parfait. Bonjour. Voilà, super. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Il y en a que j'ai Oui, déjà très bien. vus depuis le début de la semaine. Il y en a quelques collègues qui ont assisté à plusieurs sessions. Bravo à vous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Il n'y a pas de souci. C'était complètement libre, les participations, donc pas de problème. Un grand merci d'être là. On va démarrer assez rapidement parce qu'on n'a vraiment que 2 heures et ça passe très vite. Donc on va accueillir Christophe Luxac qui va faire l'ouverture de cette session. Christophe est directeur national adjoint de l'UNSS. Voilà, il va décrire un petit peu le contour de cette session football et éventuellement aussi décrire les fonctions autour du football. Oui, le Dont tu as la contexte charge. Voilà, global, et puis voilà. Christophe, Non, non, à mais bien toi. sûr. Non, non, merci Nathalie, bonjour à tous, hein, les collègues, ça fait du bien d'être là parce que, évidemment, la technologie nous permet ça facilement et tant mieux, il faut en profiter. Donc, Nathalie m'a proposé ça, évidemment, j'ai saisi l'opportunité, ça fait vraiment du bien de discuter à vous tous et on va dire je veux dire en famille avec la FFF présente parce que voilà, je vais expliquer un peu toute la qualité du travail qui nous unit depuis de nombreuses années avec la FFF, très sincèrement, parce que j'en suis persuadé, et surtout j'en suis le témoin depuis de nombreuses années. Donc, on a cette chance d'avoir voilà, une fédération de qualité à nos côtés. Je crois qu'il faut travailler correctement ensemble, ce qu'on fait, et encore davantage ce qui est fait. Et c'est pour ça que Nathalie, ton webinaire est une excellente idée, je te l'avais dit par mail. Dans tous les sports, c'est vrai, tu l'as mis, mais c'est très bien. Non, non, c'est une super idée. Non, mais rapidement, voilà, parce que évidemment, 2 heures, ça passe beaucoup, et puis c'est important de rentrer sur le cœur du métier, le terrain, comme on dit, et les contenus. Donc ça, je vous laisserai là-dessus. Mais vraiment, moi, ce qui me semblait intéressant de vous réexpliquer, c'est un peu comment on en arrive là et pourquoi je considère que le travail qui est fait actuellement est plutôt de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Et voilà, j'en profite aussi pour excuser la directrice de l'ELSS, Nathalie Constantini, qui aurait bien voulu faire l'ouverture, mais l'actualité est là, donc je la représente aujourd'hui avec grand plaisir sur cette session. Non, mais très, très rapidement, en fait, voilà, on a une convention qui nous unit avec la Fédération française de football, comme avec beaucoup de fédérations délégataires. Ce qu'on appelle les fédérations délégataires, c'est voilà, Fédération de football, Fédération française de handball, de gymnastique, de natation, et ainsi de suite. Et j'ai envie de dire, cette fédération, elle est un peu particulière, cette convention avec la Fédération française de football est un peu particulière parce que, allez, je vais remonter à 2014. 2014, on a re-signé une convention de 4 ans, une convention qui s'appelle multipartite. Alors, c'est des mots un peu, je ne vais pas dire des technocrates, mais un peu. Multipartite, c'est parce que c'est une convention donc, qui engage différentes parties et qui engage donc l'UNSS, la Fédération française de football, l'USEP à l'école, donc la Fédération du premier degré, le ministère de l'Éducation nationale, donc en personne, c'était Benoît Hamon, le ministre de l'époque, et la ministre des Sports de l'époque, le ministère des Sports, c'était Najat Vallaud-Belkacem. Donc, ces 5 parties ont signé la convention. Donc déjà, quand on signe une convention avec les ministres en personne, ça implique un petit peu, notamment, toutes les structures déconcentrées de ces parties. Donc chez nous, évidemment, parce que le directeur ou directrice de l'USS signe ça, donc ça implique nos directions régionales, départementales, et c'est le cas notamment via la déclinaison des CMR, CMD, ministère des Sports avec toutes les structures déconcentrées, ministère de l'Éduc, parce qu'à un moment donné, les recteurs s'emparent de ça, et c'est pas une obligation, mais un devoir de pouvoir, et leur responsabilité de devoir décliner cela. Et en 2014, et là c'est vrai que c'était historique, c'était même le président de la République qui avait signé en personne. Donc évidemment, ça a mis, c'était François Hollande qui avait signé, voilà, qui se faisait un vrai plaisir de signer ça parce que c'était quelqu'un qui est très intéressé au domaine, à l'éducation là-dessus, et notamment le sport à l'école, c'était une vraie valeur développée. Et donc il a tenu en personne à signer cette convention. On l'a re-signée en 2018, la convention. Alors là, c'est les ministres Blanquer et Flessel, et toujours multipartite, bien sûr. Et en fait, est né de cette convention plusieurs choses, c'est-à-dire que oui, tout l'intérêt porté au football à l'école, football futsal, donc foot, futsal et toutes les pratiques liées au foot et futsal, et notamment les nouvelles pratiques, je conclurai sur les nouvelles pratiques à la fin. Et ça a débouché aussi, cette convention, sur la mise en place de PNF, quoi, donc de Plan National de Formation. Vous connaissez tous, bon, notamment dans vos académies, les plans académiques de formation et autres. Bon, on sait que, voilà, peut-être il n'y a pas,
on le dit tous, il n'y a pas assez de formation, peut-être pas suffisamment de formation. C'est un constat que j'entends souvent, et voilà, mais qui n'est pas de notre responsabilité UNSS. On est une fédération sportive. Donc nous, on n'a pas accès au plan académique de formation. Cependant, voilà, quand on lance un PNF, on y est, on est présent et on invite toutes les parties prenantes. Donc on s'est retrouvé à chaque fois en 2017, 2019 et 2021 en présentiel, là, enfin en distanciel pour cette année, mais il y a 180 personnes, avec des délégations académiques qui travaillent sur le football à l'école, le futsal à l'école et les nouvelles pratiques football et futsal à l'école. Donc c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant, et l'intérêt de ça, c'est de décliner tout cela sur l'ensemble du territoire et que ça impacte directement les AS. Enfin, moi, je parle des AS parce que vous connaissez j'aime beaucoup la puissance du foot à l'école, la puissance du futsal à l'école et à l'UNSS, top 5 des activités, je rappelle, parce que c'est bon à savoir. Futsal chez les filles, c'est la pratique qui est en développement exponentiel. Voilà, c'est la pratique qui augmente le plus. Futsal chez les garçons a dépassé le handball. Donc souvent ça parle quand on est entre collègues. Voilà, donc, mais ça, je sais que vous en êtes persuadés, mais voilà, c'est important de le rappeler, c'est quelque chose qui est très fort, mais qui est très peu enseigné dans les programmations de PS. Vous voyez, donc c'est toujours cette. Voilà. Alors et l'intérêt d'un PNF, c'était ça, quoi, de pouvoir le décliner, de pouvoir travailler au cœur des territoires et surtout de pouvoir analyser aussi ce qui se fait de très très bien sur les territoires et pour pouvoir diffuser l'idée, les formations et autres là-dessus. Et une convention, ça permet aussi, et merci à ça, ça permet à la fédération délégataire de venir faire de la formation avec l'ensemble des enseignants de PS, donc avec sous contrôle des CMR et CMD, sous contrôle de nos directeurs, directrices régionales et départementales. Voilà, mais ils ont toute l'attitude à enseigner là-dessus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'est plus du tout dans un monde qui s'oppose, dans un monde qui travaille ensemble. On ne peut pas travailler en opposition, c'est impossible. Et je dois reconnaître qu'on travaille extrêmement bien avec la FFF. La qualité à chaque fois des productions est quand même remarquable, avec notamment toujours une parfaite connaissance. Et je le dis vraiment avec une observation voilà, comment fonctionne la direction technique nationale, comment les consignes sont transmises au cadre de territoire de la Fédération française de football, avec une connaissance de plus en plus précise et pointue du système éducatif. Parce qu'on sait que le système éducatif, notre domaine, est très particulier, il faut le dire, à pénétrer. Et je reconnais là-dessus tout le travail qui a été fait voilà, depuis, oui, c'est presque 15 ans de travail, mais ça s'est vraiment accentué sur les 6 dernières années, sur cette connaissance-là. Donc, on considère que c'est une vraie richesse de pouvoir travailler avec des cadres de la Fédération française de football qui peuvent, en toute légitimité, voilà, travailler avec vous, les collègues, et sur un langage commun, un langage qui est bien propre à celui de l'EPS ou à l'AS. Et vous verrez qu'à chaque fois, voilà, je ne doute pas de la qualité de ça et de la qualité de la coopération. Donc, voilà. Dernière chose, parce que j'ai parlé des nouvelles pratiques, c'est vrai que là, on voit bien l'année qu'on vit actuellement. Je termine, Nathalie, parce que j'ai bien compris les 2 heures et je ne tiendrai pas les 2 heures, c'est pas possible. Mais voilà, on vit une année qui est juste absolument incroyable et exceptionnelle. Personne n'avait prédit ça, personne n'avait prévu ça. Donc on se retrouve confronté à devoir tout le temps composer quasiment au jour le jour. Et on sait tout ce que vous faites au jour le jour depuis le 15 mars 2020. Quoi. C'est juste incroyable. Et il y avait une préoccupation majeure que aucun prof de PS n'a laissé tomber ça, c'est comment faire bouger nos élèves, quelle que soit l'activité sportive. Voilà, on sait que, alors effectivement, dans le sujet futsal, comment on fait bouger nos élèves, parce que voilà, toujours avoir à cœur que ouais, c'est notre responsabilité à tous, enseignants. Moi, je suis enseignant de formation. Oui, il y a un vrai sujet sociétal, un vrai sujet de santé publique avec nos élèves. Et ça, c'est reconnu partout, ça a été largement souligné pendant le PNF. Oui, à chaque fois, les enseignants de PS n'ont pas laissé tomber ça, ont toujours ça en tête, essayent à chaque fois par des recettes miraculeuses de trouver la meilleure solution pour faire bouger nos élèves. Et effectivement, quand on creusait un peu sur le sujet futsal, est apparu quantité de nouvelles pratiques. Alors, on aura le temps d'en évoquer, mais on peut, Nathalie, refaire un point là-dessus, sur un autre webinaire, avec grand plaisir, mais toutes les pratiques un peu de foot-golf, d'ateliers techniques, oui, on a vu de baby-foot humain, géant, enfin, voilà, des choses où effectivement on doit
mettre en relation un protocole sanitaire extrêmement strict et contraignant pour l'enseignant et pour les élèves, une question de territoire, oui, pratique intérieure-extérieure, on voit bien que c'est au cœur du sujet encore là aujourd'hui. Voilà, donc il y a eu quantité de nouvelles pratiques qui sont apparues sur lesquelles la FFF avait déjà planché, ce qui était assez intéressant. Et donc peut-être qu'il y a un vrai sujet sur lequel on doit travailler ensemble parce que on touchait d'autres publics, ça permettait oui, de concerner des populations beaucoup plus ciblées. Mais rien, je le dis bien, rien ne remplace évidemment la rencontre. On voit que c'est un manque cruel pour les élèves, voilà, se rencontrer, voilà, s'opposer, échanger. Pour les enseignants, bien sûr. Mais ça, voilà, on espère tous de jours meilleurs. Mais voilà, je voulais juste témoigner de ces trois petites choses, tout en rappelant que tous les projets sont encore en cours, mais qui s'adaptent évidemment au contexte, qui est très, très, très contraignant. Et quand je dis les projets, c'est la quinzaine du foot à l'école, ces choses-là, tous les programmes éducatifs qu'on fait autour des grands événements, mais voilà, compliqué dans une année juste assez incroyable auquel on s'adapte. Voilà, je termine là-dessus, Nathalie, parce que j'ai déjà dépassé largement, mais voilà, avec grand plaisir, je reviens. Merci, Voilà, et puis surtout, merci beaucoup. Je serai dispo à toute question, même par courriel ou même par téléphone. Hein, tu peux donner mon téléphone, il n'y a pas de problème. Ça marche. Et puis on voit ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous là sur Oui, cette je reste un peu, ouverture. bien sûr. Tu restes un petit peu, bah, c'est fantastique. Donc, sans plus attendre, on va passer la parole à Mylène Panier, donc, qui est cadre technique à la Ligue de Normandie de football. Voilà. Avec qui on a l'habitude de travailler déjà depuis quelques années, voilà, avec le périmètre de Caen, ça c'est certain. Maintenant, service régional, périmètre de Rouen, ben, je pense aussi qu'il y a des choses qui étaient faites. Alors peut-être pas avec toi, Mylène, puisque tu étais plutôt sur Caen, mais avec tes homologues de Rouen. Là, l'académie est fusionnée. La Ligue de foot, ça fait déjà un petit moment aussi. Donc, on va être amenés à travailler les uns et les autres ensemble. Donc, Johan est présent à tes côtés. Lui, il est plus du côté de Rouen, si j'ai bien compris, mais c'est tant mieux. Voilà, on va tous travailler ensemble. Et puis, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je te laisse donc présenter toutes ces nouvelles pratiques issues, dérivées du football. Merci beaucoup, Nathalie, Christophe, pour cette introduction. Donc, juste pour régler les petits soucis techniques, tu m'as bien laissé la main pour partager mon écran, parce que pour l'instant, il me met que… Ça ne fonctionne pas. Attends, je vais vérifier de suite. Ah non, là, ça va être mieux, je pense. Pas cliquer sur oui. Effectivement. Voilà, parfait. Vous voyez bien l'écran? Oui, oui, c'est bon. Merci. Oui. Et on ne s'est pas concerté, merci, parce que du coup, non, mais quand je dis on ne s'est pas concerté, on n'a pas préparé ensemble l'intervention, donc quand on parlait des nouvelles pratiques, c'était exactement le cadre qui montre qu'on travaille très très bien. Merci. Alors, on va démarrer. On va commencer par se présenter, effectivement. Donc, on est deux intervenants de la Ligue de foot de Normandie sur ce webinaire. Donc, effectivement, Mylène Panier, je suis cadre technique à la Ligue de football de Normandie. Et je suis en charge d'un grand dossier qui s'appelle le développement et l'animation des pratiques. Et dans ce grand dossier, j'ai notamment la responsabilité de tous les liens avec le football en milieu scolaire. Donc, sur tout ce qui est premier degré, sur des cycles foot à l'école, également sur tout ce qui est second degré, voire université, sur des actions qui visent à développer ou à pratiquer autrement l'activité foot. D'où l'intérêt de ce webinaire, et je remercie encore une nouvelle fois vraiment Nathalie pour cette vraiment très bonne initiative, d'autant que le contexte actuel nous oblige à nous réinventer sans cesse, et du coup ça tombe effectivement à point nommé. Et je vais laisser Johan se présenter. Donc bonjour à tous, donc Johan Tristan, donc je suis à la Ligue depuis maintenant 5 saisons. Donc j'ai commencé comme référent du programme éducatif fédéral et je suis aujourd'hui chargé de mission sur le développement et l'animation des pratiques, donc en soutien des missions de Mylène, avec à charge quelques missions comme le développement du foot loisir sur tout le territoire et donc des nouvelles pratiques par
par déclinaison, toujours en charge du programme éducatif fédéral et en soutien sur les autres missions, dont les missions avec le public scolaire. Les présentations étant faites, on va vous proposer une petite animation d'entrée, hein. On vous prend un petit peu à froid et je vais laisser Johan vous expliquer comment ça va fonctionner. Alors, vous avez donc sur ce principe d'inclusion un petit jeu. Vous avez un QR code qui est sur le diaporama. Vous avez juste à prendre votre téléphone, présenter l'appareil photo sur le QR code et vous avez un lien qui va s'afficher. Vous cliquez sur le lien et vous avez un petit jeu. Donc, c'est très simple. Vous allez avoir des pratiques qui vont se succéder et vous devez deviner si cette pratique est une nouvelle pratique de la Fédération française de football ou si c'est juste une pratique, entre guillemets, événementielle qui ne fait pas partie des nouvelles pratiques par définition. Donc, si je vous laisse faire la petite animation et nous donner un peu vos résultats au fur et à mesure, soit sur le chat, soit oralement. Je vais aussi vous mettre le lien. Si jamais il y a des problèmes avec le QR code, je vous mets le lien en commentaire pour éventuellement vous connecter. Donc, j'ai refait le test. Normalement, ça marche plutôt bien. Du coup, Johan, je te laisse vérifier dans le message parce que finalement, j'ai pas accès, moi, comme je suis en plein écran, en partage d'écran. Sur le chat, ouais, je regarde en même temps là s'il y a Ok. des retours. Alors, il ne faut pas cliquer sur la réponse, il faut juste glisser la nouvelle pratique. Si vous considérez que cette nouvelle pratique va vous l'emmener vers nouvelle pratique, donc vers oui. Et si vous considérez que ce n'est pas une nouvelle pratique, vous le glissez vers non. Il n'y a pas besoin de cliquer, juste à faire glisser. Non, le QR code, vous le scannez qu'une seule fois. Et ensuite, dès que vous avez placé et bougé une nouvelle pratique, il y a la nouvelle qui apparaît à la suite, normalement. J'ai refait le test avec vous en même temps, ça fonctionne. Ok, nickel, parfait. Pour valider une réponse, vous êtes obligé de toucher la pratique, hein. Donc, même si elle est déjà dans le oui au départ, il faut la bouger un petit peu pour que la nouvelle apparaisse. Et du coup, résultat pour Carole, parce que toutes les cases sont ouvertes, 2 fautes quand même. Ce qui est déjà pas si mal, parce qu'il y a quand même quelques pièges.
Ouais, c'est des pratiques qui ne sont pas, enfin, on verra tout à l'heure, mais des pratiques qui ne sont pas considérées comme des nouvelles pratiques dans le développement de la fédération française, mais qui peuvent être considérées comme des nouvelles pratiques en règle générale, mais qui sont plus sur l'aspect événementiel. On va laisser encore 1 minute et puis après on proposera un petit retour. Ouais. Je pense savoir de quelle partie que tu parles, Erwan. Les résultats commencent à tomber. On laisse encore une petite minute. Trois fautes, ça reste des bons résultats quand même. Mais c'est pour ça qu'on reviendra sur cette thématique, cette définition-là, parce que effectivement, on peut définir une pratique nouvelle. En fait, c'est plutôt celles qui sont préconisées par la fédération, qui sont entre guillemets adaptables aussi au niveau de que ce soit sur des profils plus débutants que des profils déjà bien développés. OK. Donc ce que je vous propose du coup, c'est de faire, le résultat de ce petit sondage-là, à la fin, une fois qu'on aura les explications de tout, donc dans le bilan de ce webinaire. Et je pense que Mylène, tu peux reprendre la main du coup sur la suite. Voilà, c'était une forme un peu ludique pour amorcer cette thématique. Et du coup, on va juste vous faire une présentation un peu pourquoi la fédération de foot réfléchit sur l'évolution des pratiques, contextualiser, hein, partager des informations qui vont vous permettre de mieux comprendre pourquoi on s'oriente vers des nouvelles pratiques. Donc juste dire que par rapport au public que l'on accueille, donc certes la fédération de foot est une fédération forte, puissante, qui a des moyens, c'est souvent ce qu'on entend dire, c'est une réalité. Malgré tout, tout n'est pas parfait et loin de là. On se rend bien compte que par rapport à l'accueil des licenciés que l'on a par âge, on est vraiment très attractif jusqu'à 12 ans. Qu'on commence à avoir une petite érosion sur le public adolescent, donc à partir du collège, et ça se poursuit sur les années lycée, et qu'après 30 ans, on est vraiment très mauvais, puisque la forme compétitive, on peut le penser en tout cas, peut commencer à être compliquée au-delà de 30-35 ans. Et comme c'est le seul modèle qu'on proposait jusqu'alors, forcément, il y a tout un tas de personnes qu'on n'arrivait plus à fidéliser de manière très légitime au sein de la fédération. Et puis vous dire aussi qu'au même titre que l'ensemble des fédérations sportives, y compris les fédérations sportives scolaires, tout le monde a subi de plein fouet cette pandémie mondiale, et que voilà, à mi-janvier, on avait environ une perte de licenciés à peu près 9%, qui est certes atténuée parce qu'on a une activité extérieure, mais qui est malgré tout sur des chiffres relativement importants. Et on s'aperçoit bien que c'est chez les jeunes, et notamment avec toutes les nouvelles licences qui n'ont pas pu
être menée à partir du mois de septembre, qui est une période phare pour l'ensemble des fédérations et des associations pour recruter. Donc, et c'est valable aussi bien pour le public féminin que masculin. Donc ça, c'est un contexte, on va dire, chiffré. Et puis, on a aussi une volonté d'évolution culturelle, parce qu'en fait, on a un peu enquêté sur les besoins de nos pratiquants. Et donc, on a fait une enquête auprès de jeunes qui ont arrêté la pratique. Et donc, il y a différents critères qui reviennent. Le premier qu'on voit en fléchage, c'est que les licenciés souhaitent avoir des horaires plus flexibles. Ça correspond aussi à l'évolution de la société, hein, clairement. Ils recherchent l'ambiance entre amis, entre copains, une pratique qui soit accessible au plus grand nombre, que ce soit le plus tranquille possible, sans prise de tête. Et puis, à côté de ça, on a aussi des jeunes qui ont besoin de plus jouer. Donc, on se retrouve avec finalement des écarts qui sont, des points de vue qui sont à l'opposé. Et on va dire que jusqu'alors, la fédération s'occupait beaucoup plus de ceux qui veulent faire de la compétition que plutôt de ceux qui sont sur une pratique moins contraignante et peut-être aussi plus variée. Voilà. Et puis, on est aussi sur des faits sociétaux majeurs, hein, avec le sport santé qui est quand même quelque chose qui se développe fortement et qui est quelque chose de très bénéfique, avec du coup quelque chose qui devient effectivement prioritaire au niveau des orientations de l'État. C'est quelque chose qui est forcément bénéfique pour tout le monde, et on est dans l'optique de prévention et de bien-être, qui sont des données qui sont au goût de jour ces derniers temps. Et puis, on est aussi dans une société de plus en plus individualiste, donc le foot en tant que sport collectif, en tant que tel, se doit de favoriser ce vivre ensemble, que les gens puissent se rencontrer, puissent discuter, puissent partager, de manière à ce qu'on ne cautionne pas davantage, en tout cas, une société devenue très individualiste. Donc on est à la fois avec ces changements majeurs, cette enquête plus ces changements sociétaux, à la fois sur ça a donné des idées à la fédération de jouer sur deux aspects, à la fois qu'on diversifie davantage notre public avec quelque chose qui est accessible et qui corresponde à l'attente du plus grand nombre, et à la fois, mais les deux sont intimement liés, qu'on diversifie aussi nos offres de pratique de manière à ce que de nouvelles personnes puissent se retrouver autour d'un terrain de foot. Voilà. Et puis, sachez aussi qu'au niveau de nos clubs, on travaille sur non pas le fait qu'en fonction des licenciés qu'ils ont chaque année, ils s'adaptent, donc d'éviter d'être toujours dans l'adaptation, mais plutôt être dans une optique d'anticipation et de planifier les choses sur 1, 2, 3, 4 ans, pour savoir où le club veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Et donc, on cherche à ce que les clubs fonctionnent en projet, se structurent dans le temps. Et pour ça, on a un outil qui s'appelle l'outil Label, voilà, et qui permet au club de faire un diagnostic de sa structure avec les points forts et les points améliorés. Et on aborde dans ce projet global, on aborde l'aspect associatif, comment le club vit, voilà, comment il accueille ses adhérents, quelles manifestations il organise, donc tout ce qui tourne autour du terrain, mais qui consolide le lien social pour le coup. Il y a forcément le projet sportif qui est intrinsèque à chaque association sportive. Il y a l'encadrement, parce que inévitablement, plus nos licenciés sont bien encadrés, et on parle aussi bien des éducateurs que des dirigeants, que des arbitres. On associe vraiment toutes les familles du football. Et mieux ce sera pour que les licenciés se sentent bien et qu'ils puissent monter en compétences au fur et à mesure du temps. Et le quatrième axe, c'est l'aspect éducatif. On sait qu'une association, quelle qu'elle soit, c'est le troisième lieu éducatif après la famille et l'école.
Alors bien entendu, on est fort conscient de ça au niveau du foot et ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille et qu'on a mis en place notamment un programme éducatif fédéral dont Johan vous parlait en préambule, qui n'est certainement pas assez connu parce que quand on parle du foot, l'avantage d'être une grande fédération, c'est qu'effectivement on est très médiatisé, mais beaucoup de choses sont axées sur les polémiques, qu'elles soient au niveau financier, au niveau des comportements des joueurs de haut niveau et donc beaucoup de choses rejaillissent du haut niveau. Mais sachez qu'à la base, on travaille vraiment sur ces fondamentaux-là et qu'on est très attentif à ce qui peut se passer dans nos clubs et surtout au fait qu'ils puissent le mettre en valeur et en avant parce qu'il y a plein de choses de bien faites, mais souvent elles sont pas ou peu communiquées et du coup, ça contribue certainement à donner une image qui n'est pas toujours juste. Je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes dans le foot, hein, je ne vous dis pas ça non plus, loin de là même, mais il y a des choses qui se font et qui sont bien et donc ça, il faut davantage qu'on puisse le vendre. Et donc à travers tout ça, du coup, on aborde voilà, la philosophie, où le club veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut faire de la compétition? Est-ce qu'il veut faire du loisir? Est-ce qu'il veut faire les deux? Quel public il veut accueillir? Des jeunes, des adultes, des seniors, avec du coup un public peut-être un peu plus âgé. Quelles sont les valeurs du club? Voilà, qui définit l'ADN de chaque club. Et puis, voilà, au niveau des éducateurs, dirigeants, arbitres, comment on peut faire que tout le monde vive ensemble au lieu de cloisonner parfois trop les éducateurs d'un côté, les dirigeants de l'autre et les arbitres de l'autre. Ça peut potentiellement créer un manque de communication, voire des conflits qui peuvent être évités si tout le monde travaille ensemble. Cette orientation au niveau Vous avez ici tout un catalogue du coup de nouvelles pratiques qu'on cherche à développer et qui sont des pratiques hors champ compétitif. On est vraiment sur quelque chose, Johan en parlait tout à l'heure, sur plutôt une pratique loisir qui est moins contraignante avec des créneaux souples, on vient quand on veut et avec du coup des identifiés. Donc, vous avez sur des couleurs plus foncées les pratiques qu'on considère être prioritaires en fonction des années d'âge. Si c'était possible de couper les micros. Merci. Juste les catégories au foot, on appelle ça U pour under, moins. Donc, quand vous avez, par exemple, dans la troisième colonne U14 à U19, c'est moins de 14 ans à moins de 19 ans. Voilà, et du coup, avec ces nouvelles pratiques, ça nous permet aussi de toucher plus facilement des personnes en situation de handicap, que ce soit sur une pratique adaptée ou sur une pratique vraiment sur une pratique handicap. Donc voilà tout le panel des pratiques qu'on va pouvoir détailler un petit peu plus loin, enfin pas toutes, hein, mais en partie en tout cas. Alors, on considère que ces nouvelles pratiques, elles ont vraiment une force incroyable parce que elles peuvent s'implanter partout. Elles peuvent être praticables par le plus grand nombre, tous, peut-être pas en tout cas tous ensemble, parce qu'on a aussi cette politique d'être une pratique partagée, une pratique inclusive pour tous. Mais c'est vraiment le but. L'idée, c'est que ce soit une pratique qui soit accessible, simple à mettre en place avec des règles qui sont simples, modulable en termes de format. Voilà, ça peut être sous forme de rencontres régulières, une rencontre par mois, un tournoi. Tout est envisageable, une action événementielle. Et du coup, on peut, sur ces pratiques, soit les faire en pratique associée, ce qui à ce jour se pratique le plus, hein, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça fait vraiment 2 saisons que toutes ces nouvelles pratiques sont clairement identifiées. Et donc, on en est qu'aux prémices de notre plan de développement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, on en est convaincu, va prendre une ampleur très importante dans les années à venir. Donc, on est plutôt sur une pratique associée à ce jour, à part sur quelques pratiques spécifiques, mais je vous dis, on en est qu'aux prémices et Johan sera plus armé pour vous répondre à ça. Et puis, on peut imaginer que ce soit aussi une pratique vraiment spécifique, à part, parce que les gens y trouveront leur compte dans ce qui leur est proposé.
Alors du coup, par rapport au milieu scolaire, on s'est dit que les pratiques qui étaient les plus adaptées, c'était celle-ci, donc le futnet. Alors c'est le nom qu'on donne pour l'ex-tennis ballon, pour ceux que ça parle un petit peu plus, mais pourquoi futnet? Parce que c'est une fédération parallèle à la Fédération française de foot qui existe, hein, donc du coup, il y a un partenariat qui a été mis entre les deux fédérations et c'est pour ça que le nom futnet a été repris. Le foot en marchand, qu'on peut considérer plus pour un public de seniors, mais j'espère vous convaincre que dans le milieu scolaire, ça peut être utile. Alors, en faisant que ça peut-être, mais en pratique associée. Le golf foot et le fit foot. Donc, on va se répartir avec Johan sur une explication un peu de ces pratiques et puis on fera un temps d'échange à la fin de la présentation si vous avez des questions. C'est parti. Je te laisse la main, Johan. Tu n'as pas mis ton micro. Désolé, oui, c'est bon. Donc, concernant le footnet, donc, comme disait Mylène, ex-tennis ballon, donc une pratique de haute volée. Au premier abord, on pourrait considérer que c'est une pratique qui peut être assez compliquée à mettre en place avec un public scolaire, un public débutant. On va voir qu'il y a des possibilités d'adaptation qui permettent, en tout cas, de retrouver quand même quelques cohérences par rapport à cette pratique-là. Donc, très, très simplement, le principe du footnet, donc c'est 2 équipes qui s'affrontent, de 1 à 3 personnes, préconisé sur le 2 contre 2, séparés d'un filet. On retrouve les aspects d'un sport de raquette comme le tennis ou le badminton, par exemple. Terrain rectangulaire qui mesure 12 mètres de long sur 6 mètres de large. Et le but du jeu, c'est de faire rebondir le ballon dans le camp adverse sans que l'équipe adverse ne parvienne à renvoyer la balle de l'autre côté. Ou en tout cas pas dans la zone du terrain. Donc c'est sous forme de compétition. C'est des matchs en 1-7 gagnant de 15 points. Et sur le même principe, s'il y a égalité à 14 partout, c'est la première équipe qui prend 2 points d'avance qui remporte le match. Au niveau du service, donc le point peut être évidemment marqué directement sur le service. On sert sur la ligne de fond. Pareil, c'est des règles qui sont adaptables pour les plus jeunes ou les plus petits, tout simplement à faire une ligne de service un peu plus proche pour que le ballon prenne moins de vitesse et soit plus facilement jouable de l'autre côté. Et ensuite, dans les règlements, donc c'est un rebond par camp et 2 touches de balle par joueur. Pareil, ça c'est les règles officielles. Évidemment, c'est des pratiques qui sont tout de suite adaptables. On peut imaginer laisser plus de rebonds, imaginer laisser plus de touches de balle par joueur pour des joueurs qui ont besoin d'appréhender un peu plus la pratique. Il est interdit de toucher le filet. Après, on est vraiment dans les règles spécifiques, mais si 2 joueurs touchent le filet en même temps, on rejoue le point. L'engagement s'effectue en diagonale et ne peut être repris de volée directement. Le rebond est obligatoire pour ne pas attaquer au filet directement et avoir quand même un échange qui se crée. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, le terrain à 12 mètres sur 6 mètres avec un filet, terrain synthétique ou pas forcément, on peut être sur un terrain en herbe ou en salle aussi, ça fonctionne très bien. Et avec possibilité de jouer avec des couloirs ou non. Donc le filet mesure 1,10 m avec ballon taille 5 pour les personnes plus grandes. Donc, on est sur les mêmes caractéristiques que le foot extérieur jusqu'en U15, donc les enfants de 14 ans, on est plutôt sur une pratique sur un ballon taille 5 et sur les plus jeunes, donc U13 à U8, on est plutôt sur un ballon taille 4. Au niveau du revêtement, on est plutôt sur un terrain synthétique ou en gymnase. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, futsal, l'extérieur, foot à 5, herbe ou synthétique. Il doit y avoir une deuxième diapo. Donc, c'est une pratique vraiment qui est sur la partie offensive du foot avec des systèmes de jeu possibles. Donc, si on prend la préconisation, c'est-à-dire de jouer à 2, on est sur un joueur qui est en recul, un joueur qui est au filet, ou 2 joueurs qui sont totalement alignés à chaque fois, donc soit proche du filet, soit au fond de court. Et si on reprend les termes fédéraux, on est sur les phases de jeu
que ce soit conserver, progresser ou déséquilibrer, finir. Là, vous pouvez voir tous les conseils possibles. Quand on attaque, donc le placement qui est important, quelle zone du corps est préconisée, donc que ce soit la poitrine, le pied ou la tête, la position à la réception du ballon, la position aussi du partenaire lorsque le ballon est réceptionné. Donc, aller chercher un ballon avec beaucoup d'angles en hauteur lorsqu'on cherche à transmettre ou à faire une passe. Et dans la finition, plutôt aller chercher très haut pour aller d'une trajectoire du haut vers le bas afin d'être un peu plus efficace pour marquer. Sur la partie défensive, être bien placé évidemment, avec un joueur en recul et plutôt un joueur au filet pour reprendre directement. Et se servir des parties du corps les plus efficaces. Quand le ballon arrive en hauteur, plutôt utiliser la tête. Et quand le ballon arrive près du sol, être capable d'utiliser le pied ou un des deux pieds d'ailleurs. Donc l'objectif, c'est de protéger son camp, puis être en capacité de contrer derrière. Donc un joueur qui est constamment en situation de contre au filet pour avoir la possibilité de marquer des points plus facilement. Donc, on parlait tout à l'heure d'adaptation. Quand vous êtes sur un public plutôt jeune et plutôt débutant, il est possible aussi, au départ, sur le travail de placement, de jouer sans filet ou avec un filet surélevé pour jouer en dessous, tout simplement dans l'idée de trouver des angles de placement et de trouver, par exemple, sur la coopération entre les deux joueurs quand on attaque ou quand on défend. Donc, c'est des choses qui sont possibles, de jouer avec des ballons peut-être un peu plus légers, qui mettent un peu plus de temps ou un peu moins de temps à redescendre pour laisser un peu plus de temps d'adaptation aux joueurs. Donc, voilà pour le footnet comme première pratique. Mylène, ton micro n'est pas ouvert. Voilà, il fallait que je la fasse aussi, forcément. Donc sur le foot en marchant, donc on est sur une pratique effectivement complètement différente qui s'adresse initialement plus au niveau fédéral, effectivement sur un public plus âgé, donc à partir de 40 ans, on va dire, mais il n'y a pas vraiment d'âge dans le sens où on est aussi persuadé que pour des personnes qui sont atteintes de pathologies médicales, c'est un bon moyen peut-être en diminuant le traitement médicamenteux de pouvoir se remettre un petit peu en forme. Donc, je pense à des personnes qui sont en situation d'obésité, je pense à des personnes qui sont en rémission suite à un cancer. Je pense à des personnes aussi qui sont isolées sur des personnes âgées et ça peut être une activité qui peut permettre de renouer du lien pour des personnes qui pourraient être isolées. Donc, c'est une pratique qui est née en Angleterre, hein, qui est née déjà il y a fort longtemps. Mais alors, en Angleterre, l'état d'esprit, il n'est pas du tout sur une pratique loisir. C'est vraiment une pratique compétitive qui a été lancée par des anciens joueurs professionnels de la Ligue anglaise qui étaient arrivés à un âge qui ne leur permettait plus de jouer au foot traditionnel, si je peux dire. Et du coup, ils ont lancé cette pratique et qui fait vraiment un carton outre-Manche. Donc, elle se joue globalement sur un terrain, sur la dimension d'un terrain de hand. Donc, elle peut se jouer sur toutes les surfaces. C'est l'avantage, hein, c'est qu'on peut jouer aussi bien dans un gymnase que sur un plateau sportif extérieur, que sur un terrain de foot, qu'il soit en synthétique ou en herbe. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc, c'est une pratique qui se joue exclusivement en marchant, avec des règles qui sont bien spécifiques, avec notamment, on est entre 5 à 6 joueurs sur le terrain par équipe. On ne peut pas lever le ballon au-dessus de la hauteur des hanches hein, pour éviter, et là, ça me semble être très important pour un public scolaire, par exemple, par rapport à l'appréhension qu'on peut avoir du ballon. Au lieu de se tourner parce qu'on a peur que le ballon nous fasse mal, en sécurisant un ballon qui arrive à hauteur de hanche, on évite déjà pas mal de craintes. On est sur la règle hein, de la pratique, c'est 3 touches de balle maximum, ce qui oblige les partenaires autour à pouvoir se déplacer et à être disponibles et visibles de la part de ce partenaire. Il n'y a pas de hors-jeu, qui est la règle la plus compliquée au foot, hein, donc au moins ça simplifie ça.
Bien entendu, les tacles et les contacts sont interdits. Donc là aussi, pour un public scolaire, ça semble être très intéressant de se baser sur cette pratique qui permet de casser les représentations des footballeurs et des footballeuses notamment. Toutes les remises en jeu se font au pied avec l'adversaire qui est à 2 mètres au minimum et tous les coups francs sont directs. Le gardien de but, c'est le seul à autoriser à être dans la surface de réparation et il peut relancer à la main ou au pied. C'est une pratique qui ne nécessite pas d'équipement spécifique. Et du coup, on peut utiliser des buts alors, soit adaptables, mais si on n'a pas de but en extérieur, je pense à un terrain de foot par exemple, on peut très bien imaginer d'avoir 2 jalons ou 2 piquets, 2 construits foot, je ne sais pas comment vous les appelez, qui font office de but. Alors certes, c'est moins représentatif, mais si on est bloqué en termes d'équipement, malgré tout, c'est possible. Donc vous avez le lien, si vous êtes un petit peu curieux, vous aurez le document pour regarder un peu ce que ça peut donner, mais voilà comment ça fonctionne. Et puis, sur le même principe, on peut tout à fait imaginer que avec cette pratique qui, du coup, donne du temps, c'est le gros avantage de cette pratique, elle donne du temps pour notamment des élèves qui s'initient à l'activité, de pouvoir mieux appréhender le ballon et puis de regarder un peu ce qui se passe autour de lui. Donc, sur le même principe que le FUTNET tout à l'heure, on peut travailler sur on appelle nous des principes de jeu ou des règles d'action pour vous peut-être. Je ne sais pas si on utilise toujours ce genre de propos. Mais voilà, on peut travailler sur l'occupation de l'espace, forcément, en longueur, en profondeur. Comme il n'y a pas de hors-jeu, c'est assez pratique. Cette notion d'appui-soutien, et en particulier avec le rôle du gardien ou de la gardienne de but, qui peut être une solution lorsqu'on ne peut pas progresser vers le but adverse. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une activité qui nous fait bouger. Et au départ, c'est un peu perturbant parce que comme on est contraint de ne pas courir, on n'est pas habitué, notamment je pense au public scolaire ou encore à nous tous qui sommes globalement en bonne forme. Donc c'est un effort en fait de ne pas courir au départ. Donc c'est assez particulier et du coup on se contracte pour ne pas courir. Donc du coup les muscles et notamment les mollets ou le périoste sont assez sollicités au départ. Mais c'est juste ça parce que finalement comme notre partenaire il a peu de touches de balle, on est obligé de se déplacer perpétuellement et donc on n'est jamais à l'arrêt. Et c'est vraiment très avantageux par rapport à ça. Et donc, il faut effectivement continuellement se déplacer dans les espaces libres, donc regarder où on est placés les uns les autres, et c'est vraiment très intéressant par rapport à ça. Changer de zone pour créer des espaces. Donc, alors changer de zone sans accélérer en marchant, c'est pas toujours simple. Donc, on fait les marches rapides. Donc, il y a des changements de rythme, mais en marchant. Garder un appui offensif pour profiter de la récupération. Donc là, on est plus sur un positionnement de l'équipe pour garder un équilibre et pouvoir, en cas de récupération ou de perte de balle, ne pas être complètement déséquilibré. Et même chose sur l'aspect défensif, du coup, cadrer le porteur de balle, alors du coup, en évitant les contacts. Donc, on est beaucoup quand même sur l'interception, sur l'anticipation, sur le fait de voir ce qui se passe autour de nous. Donc, sincèrement, c'est très intéressant. Créer un bloc dans l'axe ballon-but pour protéger son but, orienter l'adversaire vers les lignes de touche pour qu'il ait le moins de solutions possibles de passe, glisser sur la largeur et cadrer le tireur et harceler le porteur qui n'a que 3 touches de balle. Donc voilà, si malheureusement pour lui, le porteur de balle a fait une première touche qui ne lui permet pas de se mettre en position favorable, là, c'est peut-être effectivement l'occasion de lui mettre une pression temporelle et d'espace pour qu'il ait plus le temps de s'organiser. Donc voilà pour le foot en marchant. Alors effectivement, faire un cycle entier de foot en marchant, c'est peut-être compliqué, mais par contre, démarrer un cycle sur cette pratique, ça peut vraiment être intéressant, y compris sur une pratique futsal. Hein. Clairement, pour des élèves qui seraient en initiation, ce serait vraiment très intéressant. Et on peut imaginer aussi que ça peut être un moyen de réguler en fonction des difficultés ou de l'avancée de chaque élève. Voilà, peut-être qu'en prenant davantage le temps et en nivelant du coup les écarts physiques qu'il pourrait y avoir entre les élèves, puisque tout le monde marche,
c'est malgré tout plus facile de pouvoir acquérir des principes de jeu d'un sport collectif. Donc voilà pour cette pratique, le foot en marchant. On enchaîne avec la troisième de pratique, qui est le golf foot. Donc, concernant le golf foot, donc une pratique dite de précision, ce qui est hyper intéressant avec cette pratique-là, c'est qu'elle peut, c'est pareil, s'adapter à tout public, que ce soit un public très jeune ou avoir un public un peu plus âgé, un public débutant. On peut transformer ce principe de golf foot plutôt en mini-golf avec des vrais petits ateliers de précision. On en parlera tout à l'heure par rapport, par exemple, à la mise en place d'un biathlon, d'avoir des petits ateliers, voilà, où on vise un cerceau. Augmenter la surface des trous, c'est-à-dire avoir des carrés délimités par des coupelles qui permettent d'avoir un aménagement adapté tout de suite à un public un peu plus débutant. Donc, en termes d'installation et de matériel, c'est très simple. On s'adapte au contexte, c'est-à-dire un complexe sportif, un terrain, ça peut être une forêt aux alentours. Donc, ballon taille 5 conseillé, plus facile à manipuler. Donc, on peut, c'est pareil, préconiser sur la pratique officielle 9 cibles. On peut adapter à beaucoup moins, à plus. Voilà. Après, ça, c'est plutôt en termes de ressources, de matériel. Juste à prévoir des fiches de score, donc avec ou sans part d'ailleurs, tout simplement parce que vous pouvez juste faire un concours entre vos élèves en disant c'est celui qui fait le moins de trous par trou, le moins de coups par trou qui l'emporte, ou alors vous dites sur ce trou-là, on préconise 5 contacts avec le ballon. Si vous faites plus, on commence à additionner qu'à partir des 5 contacts avec le ballon. En termes de règles de base, donc très classiques, pour frapper le ballon, on doit forcément attendre que le ballon soit arrêté. L'objectif du golf foot est vraiment un atelier de précision et pas forcément de vitesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas courir après le ballon une fois que vous l'avez lancé pour gagner du temps. Dès que le ballon est arrêté, vous pouvez jouer votre deuxième coup. Donc, c'est une pratique individuelle dans la plupart du temps, donc avec comme objectif simple, atteindre la cible avec le moins de frappes possible. Ou le plus rapidement possible. C'est quelque chose que moi, je ne fais pas personnellement, mais plutôt à atteindre avec le moins de coups possible pour être vraiment sur l'aspect prendre le temps, utiliser la bonne surface de contact avec le pied, avoir le bon mouvement du corps. Donc, ça permet aussi de travailler sur cette qualité un peu de jeu long ou jeu court. Donc, voilà, ça, c'est intéressant pour ça. On peut avoir des pratiques qui sont aussi très variables. On peut jouer en coopération. Donc, on peut jouer sur des 2 contre 2, une frappe chacun pour aller au trou. On peut jouer sur du 1 contre 1. On peut jouer seul. Voilà, on peut imaginer plein de choses avec ce principe d'alternance. Donc, voilà, parcours par équipe, des variantes, ballon en mouvement, touche limitée. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au biathlon, on peut imaginer finir un atelier sur un petit cerceau où le ballon doit s'arrêter dans le cerceau, finir le ballon dans un carré de coupelle, plus facile que le cerceau, donc, pour mettre en facilité vos élèves. Et les règles sont évidemment, comme on le disait, adaptées en fonction du public visé et de la difficulté des différents parcours. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de sortir du cadre qu'on connaît du foot et du terrain de foot, mais plutôt être sur des parcours peut-être dans l'établissement scolaire ou dans la cour de récréation. Voilà, on peut imaginer plein de choses à travers cette pratique-là. Si on peut passer, Mylène. Merci. Donc, quelques conseils pour organiser la pratique. Donc, évidemment, prévoir des cibles. On peut s'adapter aussi au matériel entre guillemets pédagogique classique avec ce qu'on disait, des cerceaux, des coupelles. Donc, voilà, c'est pas forcément avoir des cibles. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le visuel. Quand on a les vraies cibles de golf foot, c'est plutôt sympa. Donc, prévoir des drapeaux pour visualiser les cibles, c'est pareil. Si vous avez des cônes de couleur, vous avez un départ avec un cône jaune et vous visualisez l'arrivée avec un autre cône jaune. Ça permet aussi d'avoir juste sur du matériel pédagogique assez classique qui se met juste à côté de la cible, évidemment. Donc, se servir des espaces naturels du complexe, c'est plus sympa, plus ludique. Ça permet aussi d'avoir des terrains un peu plus variés avec un tout petit peu de dénivelé. Ça peut être sympa aussi pour mettre un peu en difficulté. Une pratique qui permet aussi de mélanger les âges, surtout quand on joue en coopération. Vous pouvez faire jouer des enfants qui sont un 6e avec un 3e par exemple, contre un autre 6e, un autre 3e, ça peut être sympa en termes de cohésion. Ça fonctionne plutôt bien.
On peut privilégier les catégories 14 ou 15, mais ça peut, comme on le disait tout à l'heure, si on réduit la taille des parcours et ce sont des parcours plutôt simplifiés, on peut jouer sur les catégories inférieures sans problématique. Justement, ça permet d'avoir vraiment ce travail technique pur. Évidemment, ça demande un travail de préparation assez minutieux par rapport au parcours. Ça s'apparente un peu à la course d'orientation où les enfants suivent un parcours, ils finissent un parcours, le départ du parcours suivant se situe à la fin du premier parcours, etc., etc. Ça permet d'avoir là tout un cheminement à travers le parcours, ce qui est même plutôt sympa. Ça permet de découvrir. C'est plutôt sympa. On répartit les participants sur les différents trous pour éviter les bouchons, qu'il n'y ait pas un temps d'attente important. Ça permet d'avoir un groupe qui part au trou numéro 1, le deuxième groupe au trou numéro 2, et ça se suit comme ça. Il y a toujours, comme ça, tout le monde se suit, tout le monde se voit, mais tout le monde joue à chaque fois, donc c'est plutôt intéressant en termes de dynamisme. Et pour prendre du plaisir, quelques conseils. Donc bien évidemment, préparer ses équipements, avoir donc des vêtements de pluie au cas où, des chaussures adaptées si vous décidez d'aller faire un parcours en forêt par exemple. Réaliser un bon échauffement pour ne pas avoir des frappes longues tout de suite. Prévoir des petits exercices dynamiques. Être concentré quand on aborde chaque frappe, ne pas prendre ça trop à la rigolade, même si c'est une pratique plus plaisir, mais d'être vraiment quand même rigoureux au moment d'enchaîner, de frapper. Et communiquer beaucoup avec son partenaire, c'est aussi les bienfaits de cette pratique-là, c'est d'être en capacité de parler, de communiquer, d'échanger, d'encourager, de valoriser aussi le travail de l'autre, surtout si vous mélangez les catégories d'âge. Maîtriser évidemment le contexte en repérant toutes les difficultés, les obstacles potentiels, le temps, la météo qu'ils peuvent avoir lors de votre parcours. S'entraîner spécifiquement, donc peut-être un jour être sur plutôt du jeu court et si vous êtes sur deux séances sur le cycle et l'autre sur du jeu long, et après avoir un parcours final où vous mélangez un peu les deux et d'être vraiment précis sur ce que vous recherchez par séance. Et voilà, varier les formules, c'est aussi sympa. Quand vous êtes sur une séance, vous avez travaillé un par un ou un contre un. Peut-être la séance d'après, travailler sur le 2 contre 2. Avoir des objectifs avec un par et des objectifs sans par. Voilà, on peut imaginer plein de choses avec sa pratique qui est quand même facilement adaptable à tout public. Voilà pour le golf foot. Merci, Johan. Et du coup, je conclus avec la 4e pratique qu'on a appelée le fit foot, qui est une pratique bien-être. Donc là aussi, au niveau fédéral, on a plus ciblé le public féminin, même si j'y mets tout de suite une réserve, parce que pour moi, cette pratique, elle est clairement mixte, et que si je prends l'exemple des petits footballeurs qui sont en 6e, 5e, par exemple, ça me semble être intéressant de travailler de manière associée ponctuellement sur cette pratique pour qu'ils développent leur qualité technique individuelle. Je vais développer un petit peu plus tard, mais voilà, je voulais juste mettre ce bémol-là parce que, d'ailleurs, nous, on organise une journée régionale pour mettre en avant nos clubs labellisés, et à chaque fois, on invite pour le club qui est labellisé une équipe garçon, une équipe fille du même âge, et tout le monde fait les mêmes activités, donc y compris le fit foot, et je peux vous assurer que les garçons, ils ont kiffé. Donc, l'idée, c'est de pratiquer effectivement autrement le foot, et donc c'est de le mettre en musique, donc proposer une activité avec des musiques qui sont rythmées et variées. Donc là, si on se projette un peu sur le milieu scolaire, ça peut être les élèves qui choisissent la musique ou les musiques, et qui, en fait, on a plusieurs options, on va le voir dans la slide d'après. On peut être sur une pratique individuelle ou sur des cours collectifs en variant différents ateliers. C'est une pratique qui se fait essentiellement avec ballon, et donc en fonction du matériel que l'on a à disposition, on peut imaginer, alors dans l'idéal et dans le meilleur des cas, un ballon par élève, mais si ce n'est pas le cas, ça peut être un ballon pour 2, un ballon pour 3, et trouver une synchronisation entre les 2 ou 3 personnes. Et donc, c'est une activité qu'on peut effectivement décliner sur plusieurs niveaux, parce que ça peut être assez sollicitant en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là aussi, c'est une activité qu'on peut pratiquer partout. Bon, le seul périmètre en Normandie,
c'est effectivement mieux s'il ne pleut pas de faire cette activité-là, mais on peut la faire aussi bien dehors qu'à l'intérieur. Il y a besoin de très peu de matériel pédagogique, hein. On peut imaginer effectivement des coupelles, des cônes. Alors là, on va beaucoup plus loin sur des planches à rebond, step, coussins gonflables, Swiss ball, corde à sauter, échelle de rythme. Là, on est vraiment sur des niveaux plus poussés, mais si, voilà, avec un matériel pédagogique de base, on peut tout à fait faire des choses très intéressantes. Il faut effectivement une enceinte pour diffuser la musique, mais ça, vous en êtes tous équipés. Et puis, sur l'espace de pratique, voilà, on peut très bien imaginer de regrouper une classe avec la distanciation là nécessaire dans le contexte actuel assez facilement, avec un espace qui n'est pas obligé d'être balisé. Alors, ça peut être un espace un peu libre qui est exploitable. Pardon. Et donc, on a du coup plusieurs filières dans cette activité. On peut partir sur un travail de cardio, donc type cardio training, où du coup on sera plus sur des enchaînements de gestes et du coup ils vont faire qu'à un moment donné on va faire monter le rythme cardiaque. On peut imaginer plutôt cette activité en base de renforcement musculaire, type gainage, mais du coup on l'associe avec un ballon. Voilà, type un travail abdominal, mais du coup un peu dynamique et aussi avec un ballon. Ou on peut l'imaginer plutôt sous la forme de chorégraphie avec une recherche de l'esthétique. Et je vous parlais tout à l'heure de gestuels, donc ça peut être des gestes que les élèves inventent. Ça peut être des gestes, un élève propose un geste et les autres répètent, et l'autre doit en trouver un autre, etc. etc. Donc il y a tout un tas d'imagination à développer à travers cette activité. Et si on pousse plus loin pour des élèves plus confirmés, ça peut être un moyen, par exemple, de jongler sur le rythme de la musique. Et du coup, on va jouer sur la hauteur du ballon, en fonction du rythme de la musique. Des fois, j'aurai le temps de poser le pied, des fois, j'aurai pas le temps. Bon, là, on est effectivement sur un niveau plus élevé. Mais voilà, il y a tout un tas de choses. Ça peut être, quand je réalise la conduite de balle, bah voilà, être dans les temps, parce que c'est souvent des rythmes à 8 temps. Et du coup, voilà, si on a un circuit à faire en aller-retour, bah, c'est de pouvoir toucher le ballon X fois pour être dans les temps au moment où la musique reprend. Donc, et on peut imaginer de tout mixer en même temps. Voilà, pour celui qui le souhaite et amener de la diversité, on peut faire un atelier de cardio, un atelier de renforcement, un atelier de chorégraphie et faire tourner les roues. Donc c'est vrai qu'on peut facilement imaginer, je pense, un cycle complet de travail sur ce registre. Les chorégraphies peuvent se faire avec et sans ballon. On peut très bien imaginer, si les élèves sont face à face, un élève qui mime une passe et l'autre qui réalise la passe, si vous avez un ballon pour deux, par exemple. Voilà, c'est des choses qui sont tout à fait envisagées, et on peut faire des passes au sol, des passes aériennes, et du coup, on s'apparentera à ce qu'on appelle un geste qui est la volée. Et du coup, on ne travaille pas les mêmes muscles. Donc, c'est assez intéressant. Alors, s'appuyer sur des éducateurs spécialisés, j'ai envie de dire que en tant que prof EPS, vous avez toute l'expérience et toute la formation nécessaire pour proposer ce type d'activité, avec des activités qui sont assez similaires que vous proposez déjà, sauf qu'elles ne se font pas forcément avec ballon. Donc là, c'est la petite nuance qui est apportée. Voilà, on peut très bien imaginer aussi que c'est une animation qui est possible avec l'ensemble des élèves d'un établissement, par exemple, pour finaliser une année d'AS, ou voilà, ça peut être aussi quelque chose d'organisé ponctuellement. Et du coup, on peut imaginer effectivement différents niveaux, hein, en fonction de l'expertise des élèves et de leur habileté. Ben, on peut imaginer effectivement des degrés de difficulté des ateliers qui sont accessibles à tous. Donc voilà pour cette activité du FitFoot.
Du coup, on voulait aussi profiter de ce moment d'échange avec vous pour vous dire que, au même titre que j'imagine beaucoup de fédérations, depuis le premier confinement, la Fédération française de foot a travaillé sur des contenus qui sont adaptés au contexte de la pandémie et donc qui prennent en compte la distanciation sociale. Et donc, dans les temps qui courent où vous avez subi de plein fouet depuis début de semaine une nouvelle réorganisation, une nouvelle contrainte supplémentaire qui s'est rajoutée à celle que vous aviez déjà. Donc, on a fort conscience que c'est compliqué, c'est une certitude, mais du coup, si ça peut vous ouvrir des perspectives, on s'est dit que c'était intéressant de vous montrer ce qui existait. Donc, l'idée, c'est que ce ne soit pas quelque chose d'exotif et de faire des choses pour vous. Hein. Ce n'est pas du tout l'idée, c'est de vous donner des pistes et des choses qui sont réalisables. Et pour avoir discuté quand même avec pas mal de profs EPS depuis le début de l'année scolaire, dans bon nombre d'établissements, tous les sports co sont bannis, ce qui paraît fort légitime puisque les oppositions sont interdites. Mais ceci étant, on peut réussir à faire notamment du foot un peu autrement et avec des pratiques qui sont sécurisées et adaptées. Et on sait très bien que ce sera un vecteur motivationnel important pour vos élèves parce qu'ils aiment les sports co et là, ils en sont privés. Et je pense qu'ils doivent vous dire tout le temps quand est-ce qu'on fait des matchs, quand est-ce qu'on fait du hand, quand est-ce qu'on fait du basket, quand est-ce qu'on fait du futsal. Et voilà, c'est une manière de pratiquer autrement, certes, mais ça peut quand même les apaiser le temps que la situation redevienne au normal, on l'espère tous le plus vite. Mais il va encore falloir patienter quelques mois. Donc, juste vous dire que voilà, la Fédé a sorti en tout 4 guides, donc ils ne vous concernent pas tous, mais c'est pour vous dire qu'on a essayé d'adapter aussi pour nos clubs un maximum de choses pour qu'ils puissent garder du lien avec leurs licenciés. Et vous, c'est finalement aussi la même chose, hein, c'est garder la motivation de vos élèves dans des circonstances particulièrement difficiles. Et donc, il y a notamment le premier guide là, qui est sorti en avril, qui est un guide d'appui, enfin, ils ont appelé ça guide d'appui à la reprise des activités physiques et sportives au sein du milieu scolaire. Alors, ne vous offusquez pas parce que je sais que ça fait polémique et on n'est pas du tout dans l'opposition sport et EPS. Hein. J'ai une fibre EPS, j'ai fait mes études en STAPS, donc je connais très bien les problématiques de ces deux champs. Donc ça s'appuyait initialement sur le fameux dispositif 2S, 2C là, qui n'a vraiment pas été vu d'un bon oeil, et en particulier dans le second degré. Donc ça, vous en faites complètement abstraction, ce n'est pas le but, mais il y a malgré tout des contenus qui sont adaptés par rapport au public scolaire que vous avez sur le secondaire. Donc voilà. Et ça fonctionne comme ça. À chaque fois, chaque guide est construit comme ça. Donc souvent, il faut diriger sur la page 2, du guide, et vous avez des réflexions par catégorie. Et donc, on est sur... donc là, l'exemple qui est ici, c'est sur le guide qui est plus adapté par rapport au club, parce qu'on a gardé nos catégories club. Mais sur le guide en milieu scolaire, on est sur 6e, 5e, 4e, 3e, et puis seconde, première, terminale. Et donc, voici tout ce qu'il est possible de faire dans le respect des règles sanitaires. Donc, exercice, défis techniques, parcours de coordination et de motricité, jeux, situations, fit foot et programme éducatif fédéral. Et à chaque fois, en fonction des contraintes sanitaires qui ont quand même évolué au fur et à mesure du temps et qui vont encore continuer à évoluer, pour chaque forme d'exercice, on le fait soit sans ballon. Alors là, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec un sport collectif. Je suis assez d'accord avec vous, mais c'était surtout pour répondre à la contrainte d'après le confinement, le premier confinement où les ballons, notamment dans le premier degré, étaient interdits. Donc forcément, c'était compliqué de proposer du sport co. Avec un ballon personnalisé par joueur, ça aussi, ça a été à un moment donné une contrainte. Et après, il y a eu une ouverture possible avec la possibilité de se faire des passes avec les pieds. L'avantage de se faire des passes avec les pieds, c'est qu'on ne touche pas le ballon avec les mains, normalement. Donc, c'est quand même l'avantage de l'activité foot par rapport aux autres sports co, où du coup, on a moins de risques, malgré toute contamination avec les pieds, si on se lave bien les mains avant et après la séance.
Donc, voilà comment c'est construit. Donc, c'est un guide interactif. Donc, en fonction de la catégorie que l'on souhaite, on clique dessus et à partir de là, on arrive au contenu qui nous intéresse. Et donc, je vous ai juste mis 2 exemples de ce qui pouvait se faire et qui peuvent, à mon sens, se passer aussi en cours de PS si vos principaux ou proviseurs vous autorisent l'activité et s'ils valident votre protocole, hein, parce qu'on sait aussi tous très bien que vous n'êtes pas décisionnaire de tout et que des chefs d'établissement ont carrément fermé la porte à l'EPS, d'après ce que nous disait Erwan début de semaine, je crois. Donc, du coup, c'est quand même une période très complexe. Donc, on peut imaginer… À l'AS, pas à l'EPS. On a encore le Oui, droit pardon. de faire de l'EPS. Il y Pardon, a des Erwan. AS qui ne pratiquent plus. Ouais. Et donc, on peut faire des exercices de passe où, du coup, les joueurs sont cantonnés dans des zones, mais l'avantage, c'est que là, on est sûr de respecter les distances sociales, hein, et puis on varie. Là, du coup, c'est un cheminement avec 4 joueurs et qu'on démultiplie par X élèves, et du coup, on peut fonctionner comme ça. Le deuxième exemple que vous avez en haut à droite, c'est un ballon par élève. Donc là, on est plutôt sur un travail sur le tir, où voilà, un ballon par élève, je tire, je me replace derrière un cône pour gérer les flux de circulation. S'il y a plus d'élèves que ça, on met plusieurs plots à la queue leu pour que derrière, ils puissent bien respecter les distances sociales, et puis on déclenche les départs avec un repère visuel. Par exemple, quand le joueur est arrivé dans le carré du tir, le deuxième qui est au plot peut partir. Enfin, voilà, et on peut imaginer des choses comme ça. On peut, sur le schéma qui est en bas à gauche, imaginer plus travailler sur des intentions collectives, donc des situations d'apprentissage où on est en supériorité numérique. Donc là, les 3 bleus, leur objectif, c'est de se faire des passes pour réussir à trouver un joueur lancé dans l'espace et qui peut tirer au but. Et le rôle du joueur jaune, qui est certes en difficulté, c'est d'essayer d'intercepter ces passes, parce que lui, il peut bouger dans tout son carré, mais on est du coup sur un principe d'interception et non pas de duel, ce qui permet de garantir le respect des règles sanitaires en place. Et on a même été jusqu'à des jeux aménagés, hein, où les règles sont les mêmes pour les 2 équipes. Alors là, on pourrait même imaginer un autre joueur au milieu, hein, plutôt que ce soit un joueur qui se déplace, peu importe en fonction du nombre d'élèves que vous avez, mais voilà, on peut penser que là, les joueurs bleus vont tenter de progresser et de marquer et de trouver leur capitaine, hein. C'est ni plus ni moins une balle au capitaine qui est aménagée, avec du coup les joueurs rouges qui sont obligés de rester dans leur zone et qui peuvent être sur un principe d'interception pour marquer un point. Donc voilà, sachez que ces guides sont disponibles et ils peuvent être utilisés par tout le monde. On vous mettra le lien pour ceux qui sont intéressés pour y accéder via le site de la Ligue, mais c'est des documents qui doivent être partagés, à mon sens. On doit tous être solidaires et unis au maximum dans cette période compliquée pour tout le monde. Je garde la parole. Non, Johan, c'est toi qui la prends là, je crois. Tu mets ton micro. Oui, c'est ça. Bon, on peut le faire en collaboration étroite, si tu veux rajouter des choses. Donc là, on va juste faire un point sur un outil qui va permettre de valoriser par rapport à ce qu'on a présenté votre travail, ceux qui souhaitent et qui veulent s'impliquer dans ce projet-là, donc à travers un programme qui s'appelle les défis foot normand. On va juste passer la diapo. Oui. Donc c'est un défi qui va se présenter sur 4 pratiques différentes, 4 ateliers. Donc un atelier conduite de balle, un atelier donc soit golf foot, soit footnet, par rapport à la présentation qu'on a fait avant, un atelier fit foot et un atelier quiz arbitrage et culture foot, donc 2 rubriques du programme éducatif fédéral. L'idée simple, on va créer un outil finalement assez simple d'utilisation, avec des vidéotypes de chaque des 4 ateliers, avec 3 niveaux d'ateliers, c'est-à-dire un parcours de conduite de balle simple, un parcours de conduite de balle base
et un parcours de conduite de balle plus difficile selon les différents niveaux scolaires. Et ce sera la même chose pour les 4 catégories, donc avec des quiz plus ou moins difficiles par rapport à la catégorie d'âge. Un parcours de golf-foot plus ou moins difficile et des animations fit-foot aussi, pareil, sur le même principe, soit très classique, soit avec un petit peu plus d'éléments. Donc, avec pour objectif de relancer les APS dans les établissements scolaires. Donc, 3 niveaux de valorisation. Donc, le niveau 3, donc si vous faites un travail avec 2 ou plusieurs classes, ou une AS sur un niveau scolaire, école ou collège ou lycée, donc un des 3. Le niveau 2, sur le même principe, avec une ou plusieurs classes, et l'AS sur 2 niveaux scolaires, école et collège ou école et lycée. Et le niveau 1, une ou plusieurs classes, l'AS sur les 3 niveaux scolaires, donc école, collège et lycée. Donc le principe, c'est créer un fil rouge entre les classes en partant d'une création d'atelier qui sera enrichi par l'autre ou les autres classes. Donc ça fait un vrai travail de collaboration entre tout l'établissement et tous les professeurs de PS. Et possibilité de support pédagogique pour aider à la création sur les 4 ateliers. C'est ce qu'on vous prépare, donc avec un fichier avec les explications et des vidéos pour faciliter la compréhension et la mise en place, avec différents degrés de difficulté. En termes de communication, donc utilisation du réseau local en priorité, avec une information générale à tous les établissements à la date du 8 février, et avec un clip promotionnel avec quelques établissements qui seront volontaires pour communiquer autour de ça. Donc, le défi aura lieu entre le 1er mars et le 8 juin 2021, et avec un jury qui permettra d'évaluer les candidatures avec la réception de photos, vidéos, pour le 15 juin, la création la réunion de ce jury final. En termes de moyens humains, donc l'objectif est de définir un référent de l'opération sur chaque territoire, sur chaque département. En termes de moyens matériels, il y a la possibilité pour nous de vous prêter aussi du matériel par rapport à une activité que vous voulez mettre en place précisément, ou alors l'utilisation de votre propre matériel pédagogique aussi sur n'importe quelle pratique. Et les récompenses, donc si on revient par rapport aux trois critères de niveau, donc au niveau 1, donc on est sur 10 ballons futsal, un kit de golf foot et un kit de footnet. Le niveau 2, c'est 2 éléments sur 3 du niveau 1, et le niveau 3, c'est 1 élément sur 3 pour le lauréat, sous réserve évidemment de validation de la participation au concours. Et donc l'outil pratique sera effectif et prêt à la date de la première semaine de février, donc le 1er février ou le 2 février. Voilà pour les défis foot normand. Donc après, on sait très bien qu'il y a un mouvement des profs EPS en colère qui est très actif en ce moment, et c'est somme toute légitime. Donc on prendra le temps. L'idée, c'est pas de… On sait aussi que l'UNSS national a lancé des challenges pour essayer de dynamiser les AS d'une autre manière. On sait très bien que le contexte, il est complexe, que tout le monde ne va pas adhérer à ça, et c'est pas l'objectif. Mais voilà, c'était surtout… si nous, à notre moindre niveau, on pouvait vous aider en proposant des choses un peu nouvelles à vos élèves sur cet aspect-là, voilà, on le fait. Et du coup, on a mis en place effectivement des petites récompenses pour valoriser les établissements qui vont jouer le jeu. Après, peu importe, on n'a pas d'objectif chiffré, loin de là, mais c'est vraiment… encore une fois, on est un peu tous dans le même bateau finalement pour essayer de garder une activité EPS à vos élèves. Voilà, c'est un moyen supplémentaire dans un contexte particulièrement compliqué. Et puis juste vous dire aussi que les supports pédagogiques, c'est une aide, mais qui n'est pas obligatoire. Et en fait, on l'a surtout construite si le projet part d'une école primaire. On peut imaginer que si on dit à une école primaire, faites du fit-foot, et qu'ils n'ont rien, ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on est parti de ce constat-là, de dire, tiens, si le projet il part d'une école primaire et qu'il veut passer le relais au collège de la commune d'à côté ou de la même commune, voilà, pour démarrer le projet, il faut bien avoir quelques éléments. Donc, c'est quelque chose de proposé qui n'est absolument pas obligatoire à utiliser. L'idée, c'est de favoriser, encore une fois, l'inventivité et la créativité à la fois des enseignants de PS et à la fois des élèves.
C'était juste ça que je voulais rajouter par rapport au défi normand. Et ben on en a terminé de la présentation. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran. Hop, voilà. Et puis, si vous avez des questions, des choses qui restent en suspens, nous sommes à votre écoute. Et on finira juste la présentation par un petit sondage. Vous pourrez nous répondre par le chat sur ce que vous avez pensé de cette intervention, qui est à la fois, on est sur vraiment de l'informatif, hein, on n'a pas voulu non plus vous noyer d'informations, on est sur une présentation vraiment très générale, mais si vous voulez qu'on rentre dans le détail, il y aura des possibilités. Peut-être sur un autre temps d'ailleurs, hein, parce que là, c'est pas une demi-heure qu'on va pouvoir aller trop dans le détail. Mais voilà, à vous la parole. Ouais. Mylène? Oui. Ouais. Bonjour, c'est Karim. Bonjour Karim. Je voulais savoir sur le fit foot, l'enchaînement de gestes, c'est des enchaînements de gestes techniques? Alors, on est à la fois, ça peut être de la motricité sur des déplacements. Donc, ça peut être que de la motricité, ça peut être que des gestes techniques. Ou ça peut être, les gestes techniques, ça peut être le joueur et le ballon ou entre deux joueurs ou deux élèves. Et le niveau 3, on va dire, c'est quand on associe un déplacement avec un geste technique, ou un travail de motricité avec un geste technique. Et du coup, alors là, je m'adresse plus à des spécialistes, mais moi, je vois très bien ce fit foot pour travailler sous forme corveur, par exemple, sur le rythme de la musique. Et je trouve ça vraiment très intéressant pour qu'il rythme les choses et du coup, ça les contraint. Et moi, je trouve ça vraiment, sur le plan moteur, très, très intéressant. Et sur la même activité, sur le gainage avec ballon, là par exemple, on est plutôt sur l'utilisation du ballon, même avec les mains ou des choses comme ça. Oui, là, du coup, pour le gainage, à part peut-être quand on est sur des gainages en dorsaux, sur les dorsaux où on peut relancer avec le pied, mais sinon, la plupart du temps, oui, ce sera de la manipulation avec la main plutôt, effectivement, sur le gainage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'était juste une remarque. En fait, c'est Carole du lycée professionnel Aristide Briand d'Évreux. En fait, l'ancien tennis-ballon, qu'on appelle le footnet, ça peut aussi se pratiquer finalement avec nos effectifs, avec un plus grand nombre d'élèves. Parce que le 2 contre 2, c'est vrai qu'avec un espace assez grand, c'est toujours plus compliqué à organiser. Je parle par rapport aux effectifs qu'on a. On a plutôt l'habitude de le pratiquer en 3 contre 3, en 4 contre 4, voire plus, le tennis-ballon. Oui, dans le cadre scolaire, Yoann, je te laisse peut-être répondre. Oui, après, là, ce qu'on vous a présenté, c'est plutôt les préconisations fédérales par rapport à la pratique officielle, donc qui se joue soit en 1 contre 1, qui peut aller jusqu'au 3 contre 3. Mais évidemment, vous, par rapport au nombre d'élèves que vous pouvez avoir, effectivement, c'est peut-être plus simple de proposer une activité en 4-4 ou en 5-5, tout en sachant que finalement, dans la logique, si vous êtes sur des profils plutôt pas forcément à l'aise dans cette pratique-là, qui est quand même assez compliquée, plus vous multipliez le nombre de personnes sur le terrain, plus il est peut-être facile d'avoir quelques échanges quand même. Donc, c'est pas forcément incohérent, au contraire, de proposer cette pratique-là avec un peu plus de monde. Oui. Je pense qu'en fait, il y a vraiment les deux optiques, mais du coup, vous, c'est par rapport à l'occupation de vos espaces, et c'est fort légitime.
Mais si dans un contexte idéal où il n'y a pas trop de vent et il ne pleut pas, vous pouvez mettre en place cette situation en extérieur avec, par exemple, je ne sais pas moi, une rubalise qui va d'un but de hand à l'autre but de hand, qui est accrochée peut-être avec des piquets de temps en temps pour éviter que ça… On peut imaginer même des 1 contre 1 pour que les élèves touchent plus souvent le ballon et acquièrent un peu plus de motricité. Donc, j'ai envie de dire que soit on peut passer à des chiffres plus importants, soit on peut réduire même à du 1 contre 1 pour que les élèves, et comme le disait Johan, on peut commencer avec des exercices sous le filet et puis au fur et à mesure de l'augmentation de leurs habiletés, on peut passer après à des exercices sous le filet avec, on peut imaginer d'ailleurs pour récupérer le ballon de le prendre à la main et puis de relancer de voler. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un tas de panel de situations possibles sur la base d'une activité bien précise. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, du coup, en attendant peut-être qu'il y en ait d'autres qui arrivent, on va vous proposer via le chat de répondre à 3 questions. Donc, on va commencer par la première. C'est juste pour avoir un ressenti général sur ce que vous venez d'entendre. Donc, la première question, c'est selon vous, que peuvent apporter les nouvelles pratiques dans vos enseignements? Ça commence fort peut-être. Mais je vous laisse écrire vos réponses dans le chat. Donc, selon vous, que peuvent apporter les nouvelles pratiques dans vos enseignements? Okay, on a un premier retour d'Erwan qui indique que ça change l'image compétitive de la pratique habituelle et nivelée entre les pratiquants et les non-pratiquants. Merci de ce retour. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça? Plutôt pas? Ou est-ce que vous avez d'autres atouts? Donc, il y a Carole qui indique motivation, adhésion et accès pour tous à la PS Foot. Okay. Et Karim qui met l'innovation amène à une certaine motivation chez nos élèves. Okay. Maintenir une motivation sur les sports co qui actuellement ne sont plus pratiqués en contexte Covid, oui, c'est une certitude. Permettre à tous de pratiquer le football, richesse de la motricité. Et oui, c'est l'avantage effectivement de l'activité foot. Hein, c'est quand même je l'ai dit tout à l'heure, la seule activité quasiment qui se pratique au pied et au niveau moteur, c'est extrêmement riche. Et j'ai cru comprendre que alors c'est peut-être lié au confinement, mais que le niveau global en termes de motricité des sixièmes était un peu en chute libre, que c'était de plus en plus compliqué en termes de motricité et de coordination. Vous allez me le confirmer, mais ou pas, mais j'ai quand même entendu cet écho-là plusieurs fois. Mixité plus facile peut-être, plus accessible. Ouais. Des pratiques différentes qui peuvent motiver nos élèves. Karim qui confirme sur la motricité, ok. Donc c'est vrai que c'est un bon moyen certainement d'améliorer cette motricité chez les élèves.
parce qu'on sait très bien que voilà, le foot ne motive pas tous les élèves, mais en motive une bonne partie, et y compris les garçons comme les filles, hein, comme le disait Monsieur Lanizac en introduction, hein, le futsal est très, très pratiqué par les filles, et ça, c'est quand même une belle porte d'entrée aussi. Permettre la réussite autrement. Ok. Bah, merci pour ces retours, hein, qui sont plutôt extrêmement positifs. Et on va enchaîner sur une deuxième question. Selon vous, quelles nouvelles pratiques sont les plus adaptées en milieu scolaire? Voilà, si demain ou après-demain, hein, vous voulez mettre en place un cycle ou une activité nouvelle liée au foot, laquelle vous allez choisir peut-être prioritairement, ou celle qui vous tente le plus, ou celle que vous allez creuser, je ne sais pas. Net, ok, Carole. Net, golf, golf foot. Net. Ok, Gilou, tu as le droit de pas savoir. Pas de souci. Ok, Stéphane, Futnet et golf foot. Tu m'entends? Oui. Ouais. Pour le foot marche, là, à un moment, tu as dit ils peuvent, quand il y a des changements, accélérer la marche pour voilà, faire leur changement. Mais en fait, je sais pas, j'ai peut-être pas, tu l'as peut-être dit, j'ai peut-être pas entendu hein, ou compris. Leur déplacement de marche, c'est quoi la marche? C'est la marche au terme athlétisme, toujours un pied en appui, ce qui peut faire de la marche très rapide. C'est pour ça que quand tu as dit ils changent quand ils peuvent accélérer le rythme. Mais la marche, si c'est la définition de l'athlétisme, ça peut marcher très vite, quoi. Oui. C'est quoi, généralement, qui est utilisé comme mode de déplacement, entre guillemets, s'il y a des armes. S'il y a de l'auto-arbitrage, je n'ai même pas suivi s'il y avait de l'auto-arbitrage là-dessus. On peut de toute façon s'adapter toujours en scolaire, mais sinon il y a un arbitre, et s'il y en a un, sur quoi il focalise la faute de transition qui est la faute de marche. Oui, et ben, à partir du moment où on n'a plus au moins un appui au sol. Ouais, c'est ça, comme un athlète, quoi. Oui, c'est ça. Mais malgré tout, un peu comme dans un match de foot où les joueurs ils sont jamais sur le même rythme, même quand ils courent. Bah, c'est un peu la même image du coup sur le foot en marchant. On peut avoir une marche pour se replacer, pour se repositionner, ou un peu en attente. Et puis, quand on veut faire une action bien particulière, parce qu'on l'a choisie et qu'on considère que c'est le moment d'y aller, bah là, on va être sur une marche un peu plus rapide, en fait. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Mais il y a effectivement une règle qui est qu'on doit toujours garder un pied au sol. Ouais, et elle est fausse au départ. Et ça coupe. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Après, j'ai pas entendu la fin. Je disais que c'est une règle fondamentale à faire respecter dès le départ, le fait que la définition de la marche, il faut forcément garder un pied au sol. Et c'est important. Ouais, ok. Alors oui, du coup, Karim réagit sur le fait que c'est compliqué, l'arbitrage de la marche. Oui, on va dire que dans un premier temps, vous allez siffler quand on court. Voilà, qui sera beaucoup plus facilement identifiable pour des non-experts. Et après, on peut y aller. D'ailleurs, pour certaines classes, ça s'arrêtera là peut-être, parce que c'est l'esprit qui reste général. Et puis après, on peut imaginer que on peut être un peu plus pointu dans l'arbitrage et sur la différence entre un début de course et une marche rapide, quoi. Oui, sur le FitFoot, on peut faire le lien avec le step, ouais, sans aucun souci. Ok, ben merci pour vos retours. Et puis, du coup, je vous pose malgré tout la dernière question. Est-ce que vous êtes convaincu de l'intérêt des nouvelles pratiques dans le milieu scolaire? Et juste un oui ou un non.
Ou un je ne sais pas. Vous pouvez aussi mettre je ne sais pas. J'ai oublié de le dire, mais vous pouvez le mettre. On n'est pas fermé. Ok, bah écoutez, je vais peut-être laisser la parole à Johan s'il a des choses à rajouter. Moi, je voulais juste vous remercier d'avoir suivi ce webinaire et vous dire que voilà, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, on va certainement mettre en place des formations spécifiques sur les activités. Alors, ce sera des formations plutôt fédérales. Il y aura toujours des choses à reprendre si vous êtes intéressé, hein. Voilà, on va en mettre à partir de la saison prochaine et qui seront pilotées par Johan. Et également vous informer, mais là on sort un peu du champ, un peu du champ des nouvelles pratiques. On a fait il y a tout récemment le plan national de formation du foot en milieu scolaire en vidéoconférence début janvier. Et on avait un groupe normand qui était constitué pour l'occasion. Et sachez que voilà, normalement, il y aura la saison prochaine, dans le cadre du plan de formation académique, une formation autour du futsal et des valeurs républicaines que Sophie Losfeld, IPR EPS, souhaite mettre en place. Et donc, voilà, vous avez l'information. Je n'ai pas encore plus d'éléments à vous donner sur les dates, sur le volume horaire, etc. Mais voilà, sachez vraiment qu'on est convaincu que faire un cycle futsal, c'est une vraie porte d'entrée pour améliorer les valeurs citoyennes et améliorer l'égalité filles-garçons, travailler sur la mixité. Et voilà, on a une certaine expérience dans le premier degré avec des éléments qui fonctionnent bien. Et donc, on ne voit pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, en tout cas à minima sur des classes de 6e, 5e, voire plus. Donc voilà, on va travailler sur ça dans le cadre de notre partenariat que l'on a avec l'Éducation nationale, l'UNSS et l'USEP. Donc voilà, je voulais juste vous donner ces éléments-là et je laisse la main à Johan pour conclure peut-être sur les nouvelles pratiques et le choix, puisqu'on n'a pas fait la conclusion du questionnaire. Oui, donc très rapidement, mais du coup, la présentation a permis d'y répondre. Donc, sur les 5 nouvelles pratiques, on y retrouve donc le golf foot, le fit foot, le foot en marchant, le footnet et le foot à 5, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui parce que forcément, le foot à 5, comme proprement dit par rapport à la fédération, était une structure type temple du foot ou five. Donc forcément, aujourd'hui, il n'existe pas suffisamment d'équipement de cet aspect-là qui permet de développer correctement ça. Donc, on ne l'a pas évoqué aujourd'hui, mais ça fait partie des nouvelles pratiques. Pour rebondir par rapport aux premières questions, aux premières erreurs, effectivement, je pense que le futsal et le beach soccer ont été des pratiques que vous avez mis dans de nouvelles pratiques, mais qui sont plutôt considérées comme des pratiques diversifiées, qui existent depuis maintenant un moment. Donc on ne considère pas ça comme des nouvelles pratiques. Le foot à 8, pareil, et le foot freestyle, le bubble foot, qui sont des pratiques effectivement un peu nouvelles, mais qui n'ont pas vocation par la fédération pour être des pratiques à développer dans le cadre scolaire et dans le foot loisir. C'est vraiment des actions ponctuelles, événementielles, mais que nous, on peut aussi mettre en place, mais voilà, pas dans le même intérêt que les 4 autres pratiques. Et juste pour conclure, moi, très rapidement, déjà, c'était un plaisir de participer à cette réunion avec vous. Et puis, je reste, tout comme Mylène, à votre disposition. Vous avez mon numéro de téléphone, mes coordonnées par mail. Si vous avez besoin, que ce soit des questions d'ordre pratique ou du matériel, n'hésitez pas à me contacter pour mettre quelque chose en place au sein de vos établissements. Nathalie, on te laisse la main de conclure. Mylène, juste avant que Nathalie conclue, où est-ce qu'on peut récupérer, j'ai posé la question, mais où est-ce qu'on peut récupérer les documents là, que vous avez mis, que vous avez partagés? Je vous ai répondu, il me semble, dans le chat. Juste, je crois que par rapport à ce qu'a dit Mylène, ça va être des documents qui vous seront envoyés à la suite de cette formation. Mais Mylène va confirmer ou déconfirmer ça.
Oui, bah, du coup, Nathalie a la présentation, donc elle pourra l'envoyer à l'ensemble des participants, je pense. Et concernant les guides qui sont sortis pour adapter la pratique par rapport au contexte sanitaire, je mettrai aussi, enfin Nathalie l'a déjà, parce qu'on avait fait une première commission mixte scolaire en début d'année, et donc voilà, je sais qu'elle a déjà le lien pour que vous puissiez avoir accès à cet outil le cas échéant. Ok, merci à vous. Avec plaisir. Donc je ne sais pas si Nathalie est là. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi faire. C'est un peu gênant. Elle est là, mais son micro est fermé, donc je ne sais pas si. Bah, en tout cas, de notre côté, on a terminé. Oui. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, eh ben, au plaisir de se recôtoyer dans un gymnase, sur un plateau sportif ou sur des plateaux UNSS Sportco quand ils pourront reprendre l'année prochaine. Ça va être compliqué avant. Voilà. Merci en tout cas à tous. Et, Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. merci, au revoir. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, bah merci mon petit O, c'était bien. Ah, Oui, Nathalie, on t'avait perdu. voilà, toujours pas récupéré totalement. Vous avez terminé? Oui. Excusez-moi, j'ai coupé. Voilà.